Avec 68, c'est l'image du caporal-chef qui en a pris un coup. Nos copines nous préfèrent contestataires aux cheveux longs plutôt que soldats obéissants. Notre slogan, faites l'amour, pas la guerre, peace and love. On défile avec les pacifistes contre la guerre du Vietnam. On veut se rendre utile, faire un service civil. Mais il faut se taper 2 années au lieu d'1 pour avoir le statut d'objecteur de conscience. Et c'est l'armée qui décide. Autant dire qu'on a peu de chance de l'avoir. Obtenir un statut d'objecteur de conscience, c'est quelque chose de très difficile. La loi ne permet pas une information très importante sur ce statut. Il n'y a qu'une période très limitée pour demander le statut. Il faut bien voir que les gens qui demandent le statut sont des gens qui font ça parce qu'ils ont certaines convictions politiques, entre autres. Et ces convictions les amènent à se situer parfois devant un tribunal qui est quelque chose quand même d'assez répressif. Il y avait beaucoup d'objecteurs qui développaient dans leur demande de bénéfice du statut, qui développaient des arguments politiques, etc. Et cela était rejeté automatiquement. Donc des objecteurs en service, c'était à peu près entre 30 et 40 par an à ce moment-là. L'objection est toujours perçue comme une désertion par les militaires, et puis c'est ce qu'ils véhiculent, c'est des lâches, c'est des mauviettes, c'est des gens qui veulent pas se battre et tout. Gilbert veut faire son service chez Emmaüs comme objecteur de conscience, mais les militaires l'envoient dans le Var pour débroussailler des collines. Avec ses camarades, ils se mettent en grève. Du jamais vu. Gilbert, merci de ta lettre. Elle n'aurait pas pu mieux tomber. J'avais juste un cafard de tous les diables. Ainsi donc, vous avez filé de là où l'armée vous avait mis d'office. C'est évidemment ce qu'il y avait de plus logique à faire. C'est d'une insolence à leurs yeux tout à fait délicieuse. Je ne sais pas quelle sera leur réaction, mais ils risquent de vous porter déserteur. En Christ, Rosemary. En fait, on était sous statut militaire pendant notre service civil. Du moment qu'on était en grève, on s'était déclaré officiellement en grève, on pouvait être arrêté une semaine après comme déserteur, quoi. Donc nous, on s'est vite mariés entre-temps pour que si j'étais emprisonné, Rosemary puisse venir me voir en prison en tant qu'épouse. Et puis donc, début janvier, le premier objecteur en grève a été arrêté, a été mis en prison. Et après, donc là, on a déclaré une grève de la faim à Lyon, à Bordeaux et à Rennes. On avait un local où on tenait des conférences de presse, on jeûnait, on recevait le public, on dormait, on avait organisé tout ça. Là, il y a eu énormément de soutien, énormément de manifestations, la presse en a beaucoup parlé. Notre demande, c'était de ne plus être jugé par les tribunaux militaires, mais en tant que Français, en tant que civil, pas en tant qu'objecteur. Cher Gilbert, tu jeûnes depuis la semaine dernière. J'espère que tu n'es pas trop faible et que tu n'auras pas besoin d'aller au bout de tes forces. Ça va faire du bruit et de cela, ils ne veulent justement pas. Car pour que leur système reste en place, ils veulent laisser la population dans l'ignorance. Heureusement que j'ai mes amis qui me retiennent un peu. Moi, j'aurais envie de faire sauter tout du premier coup. Il paraît que je suis une charge de dynamite. Je suis avec toi, Rosemary. C'est la gendarmerie qui est venue nous chercher à 6h du matin. Donc là, j'ai été mis en cellule de sécurité, comme homme dangereux. Et puis après, j'ai intégré les cellules à l'étage. Rosemary s'est organisée pendant ce temps, elle, pour récupérer ses affaires aussi et son vélo, parce qu'il fallait qu'elle s'organise pour travailler un peu sur Lyon. J'ai fait du porte-à-porte, je suis allée d'hôpital en hôpital. C'était à une époque où on trouvait du travail, donc j'allais franco, je disais il me faut des horaires, que je puisse aller en prison voir mon mari. Bon, j'ai eu un très bon accueil de tous les chefs de service et puis j'ai donc été engagée comme femme de service et pas trop loin de l'hôpital, avec des horaires où je pouvais m'échapper pour aller visiter Gilbert. Gilbert et ses amis objecteurs sont libérés après un non-lieu. C'est notre première victoire. On se passe en boucle la chanson que Maxime Le Forestier vient d'écrire en rentrant du service. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Lors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que 2 engences. Les gens bien et les terroristes, parachutistes. L'armée ne s'y trompe pas et décide pour la première fois de nous donner la parole. La rouspétance, la grogne font aussi partie de la tradition.
Il suffit d'un soir de bivouac pour qu'elle s'exprime sans contrainte. On n'a pas beaucoup d'action pendant l'année. Service militaire, on pourrait, disons, diminuer en 3 mois. Je suis sûr qu'on saurait autant de choses. C'est qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas tellement la France entre en conflit avec un pays, alors les jeunes ne voient pas la nécessité du service militaire. Moi, je trouve que si c'est pas une armée de métier, que les gars ils sont à 1 an et qu'ils s'en foutent, ça fera jamais une armée de métier. Lève-vous là-dedans! Gueule pas comme ça. Hey! Dès le matin, surtout. Debout, les gars. Allez, Casal! Les gradés font semblant de nous écouter. Ils ne trouvent pas mieux que nous ressortir le général Massu, un des chefs de l'armée pendant la guerre d'Algérie où il a couvert l'usage de la torture. Bon, ils sont beaucoup trop intelligents, les soldats d'aujourd'hui. Parce que il y a des gens plus intelligents qu'eux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas? Et qu'ils ont d'ailleurs élus, qu'ils ont contribué à élire, eux ou leurs parents. Ces gens-là estiment qu'il faut encore une armée, c'est que probablement ils estiment que la France doit être défendue. Pour échapper au service, on est prêt à suivre n'importe quel conseil. Bien sûr, on lit Harakiri, on essaie de gagner du temps avec les études et le sursis, on cherche un ami des parents, ou un ami d'amis qui connaîtrait un député, ou même un gradé conciliant qui pourrait nous pistonner et nous trouver une planque. En désespoir de cause, on essaye de se faire passer pour fou, mais on risque gros. Comme Jean-Louis. J'avais pas envie de le faire, c'est évident. J'avais pas envie de le faire. Il était hors de question que je m'engage, que j'aille dans l'armée, quoi. Ça me concernait pas. En plus, bon, c'était pas loin de 68, tout ça, l'armée, ces systèmes oppressifs étaient... Et donc j'ai voulu me faire réformer, donc j'ai joué. Et j'ai joué à quoi? J'ai joué aux troubles de comportement, à l'hyperémotivité. Et au bout d'un mois, en effet, j'ai été envoyé chez le psychiatre et là, j'ai cru que j'allais être réformé. S'il rentre comme ça à la caserne, il est réformé, c'est sûr. J'étais très affaibli, j'étais pas en très bonne santé. J'avais des piqûres tous les jours. Hein. Et ce psychiatre, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, cet homme qui... Je sais pas d'où il venait. Il avait l'air de tout sauf d'un psychiatre. Avec sa blouse blanche et son crâne rasé, il ressemblait plutôt à un boucher. Et cet homme m'a brusqué, quoi. Me traitant de pédé. Crise de larmes, on était comédien. Et il m'a foutu dehors. Pendant un mois, j'ai fait, je crois, toutes les corvées imaginables qu'on puisse imaginer à l'armée. De peigner la pelouse lorsqu'elle avait été recouverte par la neige, de chasser les feuilles mortes avec un filet à papillon. Et on m'appelait Cendrillon. Parce qu'à 5 h du matin, ma foi, je passais la serpillière sur les escaliers. Enfin, j'avais rien à faire, quoi, rien. Et au bout d'un mois, ils m'ont renvoyé à Radolzel. Et là, ils m'ont mis d'office dans la compagnie, dans la 2e compagnie, je me souviens, qui était la compagnie des commandos. Bon, on prend tout à zéro. Le salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tatouage, sergent. Depuis quand? Je l'avais avant de venir ici. À partir de dorénavant, vous saluerez de la main gauche. On nous appelait les bœufs, quand même. On était crasseux. Mais on avait une douche par semaine. Une douche par semaine. Et on se lavait le matin le visage à l'eau froide, comme les chats. Donc oui, on était sale. Et forcément qu'on ne se changeait pas tout le temps, bien sûr. Mais par contre, obsession de la propreté dans les carrés. Les lits au carré, les draps au carré. Pas une poussière sur le radiateur, pas une poussière sur l'armoire. Alors il y avait un colonel assez sadique, lui aussi, je me souviens très bien, on le surnommait la bête, je ne sais plus son nom. C'était un homme très méchant. Quand il entrait, la première chose qu'il faisait, il passait sa main sur le dessus de la porte. Et bien évidemment, le bidas avait nettoyé le dessus de la porte. On avait même nettoyé le dessous des armoires. Car la bête pouvait déplacer les armoires et passer la main sous l'armoire pour voir s'il y avait de la poussière. Mais là aussi, on avait nettoyé. Et tout était impeccable. Et un jour, il va pour partir, et je revois tous les soldats là, qui étaient blêmes, terrorisés, quoi. Et il s'arrête, il se retourne vers nous,
Il met la main dans sa poche et il sort un opinel, un canif, quoi. On est interloqués, le souffle nous est coupé, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va faire? Et il se met à genoux, il s'accroupit, et avec la lame de son couteau, il va fouiller entre deux lamelles du parquet. Et là, au bout de sa lame, il y avait une petite boule de poussière ou de terre, quoi, une petite boule comme ça. Et il nous regarde avec ses yeux bleus, je m'en souviens très bien. Il nous regarde, il nous fait « Mais c'est le bordel ici ». Je me souviens qu'après ce service militaire, pendant des années, je faisais des cauchemars. Pendant des années, je rêvais que j'étais réincorporé, que je repartais dans le train pour Adolphe-Zell. Je me réveillais la nuit, ça a duré des années, ça. Au milieu des années 70, on n'est plus les seuls à se rebeller contre les militaires. Au Larzac, des paysans se battent contre l'implantation d'un camp militaire décidé par le gouvernement. Chaque été, on est de plus en plus nombreux à les rejoindre pour occuper les terres agricoles et refuser l'expropriation. Nous refusons de donner notre terre pour faire évoluer des chars et apprendre des hommes à tuer. Nous sommes trop convaincus que ceux qui préparent la guerre auront la guerre et que pour avoir la paix, il faut que règne la justice. Certains révolutionnaires vont dans les usines pour militer. Nous, on veut faire évoluer l'armée de l'intérieur. C'est Robert, un militant de la Ligue communiste, qui s'y colle. Avec quelques copains, il va vraiment faire bouger les choses. Offenbourg, le 5 décembre 1973. Ma chérie, comme prévu, ce week-end est sinistre. Hier, je suis arrivé à 20h15 à Offenbourg, puis on a poireauté, car on nous avait oubliés à la gare. Ce matin, réveil à 6h. Les renseignements généraux et leurs collègues de la sécurité militaire ont préparé mon arrivée. Ils ont un dossier sur moi, à cause de mon passé militant, et je vais être sous surveillance. Les gens de la Chambrée sont assez sympas, mais ils sont tous plus apolitiques les uns que les autres. Voici mon adresse exacte. Canonnier Pelletier Robert, 11e batterie, première section, secteur postal 69 631. Transmets ces infos aux copains, je leur écrirai plus tard, quand j'en aurai le courage. Tu me manques beaucoup, Robert. On laisse toujours des gens derrière soi, c'est-à-dire que la famille, donc moi mes parents, ma mère était encore vivante, mon père était décédé, mon frère était là mais un peu de distance, et bon, donc j'avais une copine, on disait pas une fiancée. À l'époque, en fait, j'étais enseignante au même lycée que Robert, où il était surveillant, donc on vivait ensemble. Robert était quelqu'un de très vivant, bon, il faisait vraiment jeune homme de la banlieue, bon, il était aussi assez actif, il était étudiant en mathématiques, bon, on avait vraiment des liens, et puis, bon, il avait lui aussi envie de faire des choses, manifestement, quoi. Quand on arrive, même quand on arrive un peu en retard, on est quand même sidéré par le monde incroyable que c'est, c'est-à-dire un monde tellement différent et difficile à raconter, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, surtout dans ces années-là, quoi, qui correspond plus du tout au reste de la société. Bon, c'est quand même dans ces années-là qu'on a abandonné l'uniforme à l'école, toutes ces choses-là qui là, à l'armée, sont marquées avec une violence, en tout cas une violence morale. Donc voilà, le défilé, le lever des couleurs, l'uniforme. Moi, comme militant, je me dis tout de suite, je ne suis pas déçu du voyage, c'est bien comme on me l'avait dit, et donc ça va sûrement susciter des résistances. Mais il y a ceux qui n'ont pas une démarche militante ou une démarche militante différente, en tout cas, supportent très mal, en fait, cette violence. Moi, je pensais que Robert, rentrant dans l'armée, il militerait dans l'armée, quoi. C'était quand même... c'était assez naturel, quoi. Paris, le 10 décembre 73. Mon chéri, je viens d'arriver, c'est la surprise. 2 lettres de toi. Elles ont 1 semaine de retard. Je les ai lues 3 fois. Ça me fait un bien fou. J'espère que ta convocation par le colonel s'est bien passée. J'ai fait passer l'info aux copains. Tout le monde est prêt à t'aider. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les casernes.
Combien de temps avant ta première perme? Donne-moi des nouvelles le plus souvent possible. Marie-Paul. Moi, je ne le trouvais pas tellement changé. Il racontait un peu ce qui se passait, quoi. Le premier truc qu'il nous avait raconté, c'était l'ambiance à l'intérieur de la caserne. Donc là, on était absolument ahuris, quoi, parce que, bon, il a dit, il y avait un racisme complètement dément. Le racisme prégnant, enfin, qui est diffusé largement dans l'armée, évidemment, là, trouve une cible particulière, parce qu'il y a tout un groupe d'Antillais qui vont subir une répression particulière. Ils vont occuper tous les boulots les plus dégueulasses de la caserne, et puis ils vont être sans arrêt soumis aux blagues plus ou moins drôles de la part de la hiérarchie. Nous étions toujours dans les tâches subalternes. Corvée de chiottes, corvée de ramassage de feuilles. Les gradés n'avaient pas d'injures directes, c'était sournois. Leur manière de parler, ils vont parler petit nègre. Alex, un jeune Guadeloupéen, fait son service en métropole. Il rencontre Robert dans la caserne de Draguignan, où ils sont tous les deux affectés. Non seulement je râlais, mais je disais aux dirigeants concernés, aux gradés concernés, je leur disais ce que j'avais à leur dire. L'institution ne supporte pas ça, en fait, la moindre critique, parce que ce qui fait sa force, justement, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Dès qu'on bouge une pierre, on a l'impression qu'on va prendre la baraque sur la gueule, quoi. Ah, la Grande Muette, oui, elle existe. Ce sont les centaines de milliers de jeunes appelés qui n'ont qu'un droit, c'est celui de se taire. Et c'est pourquoi nous avons demandé à un jeune soldat de venir témoigner ici. Dominique, tu n'es que soldat de 2e classe. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui quel est le climat dans les casernes dans cette campagne électorale? Pour la majorité des copains qui sont dans l'armée de terre et surtout ceux qui sont dans le régiment de manœuvre ou dans les camps d'entraînement de commando, bon, le régime non plus ne change pas, mais là, il est beaucoup plus dur. Souvent, bon, ils font des exercices, assez souvent des exercices dangereux. Pour leur donner du cœur au ventre, c'est les brimades, c'est les insultes racistes, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau dans le cadre de la Ligue communiste, on a pris la décision d'essayer justement, dans le cadre des élections présidentielles, de lancer une pétition qui s'appelle l'appel des 100. Ça tend à améliorer, alors, de façon significative, le quotidien du soldat, puisque la solde qui à l'époque doit être de 5 francs, je crois, ou 7 francs, quelque chose comme ça, on demande qu'elle soit égale au SMIC. On demande que les permissions soient non plus délivrées à la tête du client et en fonction de l'organisation comme ça de l'armée, mais que ça soit régulier. On part sur des bases modestes, puisqu'on essaye d'avoir 100 signatures de soldats appelés du contingent.